la une ce soir, l'opération coup de poing menée par les autorités au cœur de Pointe-à-Pitre. Plus d'une quarantaine de policiers et 2 gendarmes ont investi la ville. Objectif, contrôler et arrêter les clandestins en tout genre. La conférence de coopération régionale s'est achevée aujourd'hui. Au cœur des débats, les problématiques de santé publique. Elles offrent un excellent terrain pour renforcer la coopération régionale. Nous le verrons avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter dans ce journal. L'habitat face au risque sismique, c'était le rendez-vous de ce matin au Salon de l'Habitat. Plusieurs spécialistes sont venus rassurer les populations en leur expliquant comment construire pour faire face aux risques majeurs. Et le diplôme reste un marqueur social indéniable. De nombreux salariés se sont rendus à Saint-Claude au forum sur la validation des acquis de l'expérience. Ce diplôme qui sanctionne l'expérience est un moyen surtout de promotion sociale. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Les autorités ont décidé de mener ce matin une opération coup de poing à l'entrée de la rue Frébeau à Pointe-à-Pitre. Plus d'une quarantaine de policiers et de gendarmes ont ainsi investi la ville pour contrôler et arrêter les clandestins en tout genre. Reportage Yvan Lemar. Pour cette opération coup de poing, une cinquantaine d'hommes de la police et de la gendarmerie étaient mobilisés sur différentes missions pour un contrôle coordonné de la ville. Un point de situation avec plutôt des effectifs en bleu foncé, c'est-à-dire la compagnie d'intervention sur une mission plutôt de contrôle routier, d'ouverture mais lutte contre la délinquance, ouverture des coffres, de la lutte contre les étrangers en situation irrégulière et une mauvaise occupation de la voie publique, par exemple par des bus privés et le contrôle à l'intérieur de ces bus pour le transport d'étrangers en situation irrégulière. Une mission, un autre point de contrôle sur essentiellement des têtes de taxi pour éviter que les taxis clandestins ne s'interfèrent dans les colonnes de taxi avec licence. Voilà, 3 points de contrôle pour 3 missions différentes. Avec l'ouverture de la saison touristique, l'objectif de cette opération est de sécuriser le centre-ville de Pointe-à-Pitre. C'est important pour favoriser le développement touristique que la sécurité soit assurée. Alors cette sécurité elle est assurée par des opérations comme celle-ci, qui sont des opérations de contrôle, mais elle est assurée par la prévention. Et nous travaillons notamment avec la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui met à disposition des médiateurs qui accompagnent les touristes qui arrivent par les bateaux de croisière. Du côté de la population, les avis sur ce genre d'opération sont mitigés. Pour avoir des policiers en Guadeloupe, c'est bien, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Guadeloupe maintenant. Là. On n'est pas tranquille maintenant. On n'est pas tranquille du tout. Hein. Quand on a des enfants, on a un peu peur. C'est juste du matu vu et que nous, on sait vraiment leur travail. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Aujourd'hui, là, on voit qu'ils sont beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une préfet. Il n'y aurait pas eu de préfet, on n'aurait jamais vu tout ça de police. Regardez combien de voitures, ils sont une dizaine de voitures. Ils sont au moins 40 policiers avec des gendarmes, la BAC, des commissaires, des capitaines. Pourquoi? Pour des contrôles de voitures. Parce qu'il y a le préfet aujourd'hui, alors que d'habitude ils sont à 2 voitures, une voiture de chaque côté et c'est fini, ils ne contrôlent même pas tout le monde. Je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressions qui se font. Il faudrait que ce soit plus régulier et un peu partout en Guadeloupe. Nous pensons que c'est normal, c'est juste que c'est nouveau, c'est pas tout le temps, mais voilà, on ne va pas ça tout le temps. C'est une bonne chose de faire ça à Pointe-à-Pitre, vous en pensez? Oui, ça limiterait les braquages. C'est une bonne chose, oui. Selon les autorités, d'autres opérations de ce type se feront régulièrement en renfort des patrouilles quotidiennes. Et c'est aujourd'hui que s'est achevée la 13e conférence de coopération régionale anti-Guyane. Plusieurs problématiques qui concernent les 3 départements français ont été largement débattues. La première abordée a été celle de la coopération sanitaire. Comment trouver des réponses coordonnées pour gérer des épidémies comme le Zika ou le chikungunya? Des experts de l'OMS et de l'Organisation des États de la Caraïbe internationale ont également enrichi les échanges d'un point de vue technique. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. L'amorce d'une coopération régionale en matière de santé est effective entre la Guadeloupe, la Martinique, avec les voisins caribéens, et pour la Guyane avec les pays frontaliers. Au-delà des échanges professionnels, des partages de compétences et de savoir-faire, des freins existent. Ça ne va pas être quelque chose de facile. Ça va demander que chacun s'implique dans tous les domaines du système, même au-delà du simple domaine de la santé. Il s'agira de transport, éducation,
assurance, financement pour s'assurer qu'on peut vraiment surmonter les barrières de finances, les barrières d'échange de ressources humaines, ainsi que le partage des informations sanitaires. On peut le faire, oui, nous le pouvons, mais ça prendra du travail et ce travail, c'est maintenant qu'il commence. Tous les intervenants à cet atelier étaient unanimes, la coopération existe. Simplement, il faut la renforcer et il y a encore beaucoup de freins administratifs. Des expériences réussies sont tout de même à noter. Le service de chirurgie cardiaque dirigé par le docteur Atala coopère, même s'il aimerait aller plus loin. Se déplacer dans la Caraïbe, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la problématique du paiement des actes, parce que les actes doivent être faits. Il y a un système de couverture sociale qui diffère beaucoup selon les régions. Mais il y a un vrai potentiel sur lequel on peut travailler. Et il faudrait commencer par des actions phares. Concrètement, à Basse-Terre, nous avons un projet qui est bien avancé. Quand un patient a besoin de se mettre un défibrillateur cardiaque ou un pacemaker, il peut arriver le lundi au CHBT, le mardi on lui met son défibrillateur, son pacemaker, et le mercredi il peut repartir dans sa région. Donc le potentiel existe, mais c'est à nous de travailler, aller par étapes et montrer que sur certaines actions ça marche. Il y en a déjà des exemples qui marchent. Je pense par exemple à la chirurgie cardiaque en Martinique avec Sainte-Lucie en cardiopédiatrie. Donc il faut renforcer cette coopération parce que nous sommes dans un bassin caribéen, même si nous appartenons politiquement à l'Europe, ce qui parfois complique les choses. Au niveau de la Caraïbe et l'Amérique latine, les agences régionales de santé de Guadeloupe, Martinique et Guyane s'efforcent d'identifier les problématiques et les besoins afin d'apporter une réponse organisée. Nous ne pouvons apporter une réponse sur l'ensemble du champ sanitaire puisque nous sommes vraiment dans une amorce de coopération sanitaire. Par contre, nous nous engageons, et ce sont les conclusions de nos travaux, à pouvoir avancer sur 3 champs bien identifiés qui nous permettront justement d'apporter une véritable réponse avec des actions concrètes, un planning de travail concret et bien évidemment une évaluation qui sera faite au bout de ces actions. Nous avons pu former du personnel de l'hôpital de Sainte-Lucie pour aider à l'ouverture de cet hôpital. Donc la coopération, elle vit tous les jours au niveau de la coopération sanitaire. Apporter une réponse concrète, efficace aux pays de la Caraïbe qui voient nos établissements de santé comme des établissements de référence. Pour simplifier les procédures, favoriser les échanges dans le cadre d'une coopération régionale, il faut une volonté politique. Et avec des chiffres qui caracolent en tête du classement des régions de France les plus touchées par le chômage, la question de la formation et de l'emploi aux Antilles-Guyane était au cœur des discussions. D'ailleurs, en marge de la conférence, le président de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, qu'on appelle l'ADOM, a tenu à rencontrer la presse ce matin. Le détail de ses propos avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. L'ADOM accompagne les candidats dans la définition de leur parcours de formation en mobilité. Elle est soutenue par un réseau de partenaires. Florus Nestar a rappelé la mission de cet organisme et tout son intérêt. Des jeunes Guadeloupéens et de manière plus générale, des jeunes ultramarins qui ont un projet de formation à l'international, que ce soit en Europe, que ce soit dans la Caraïbe ou tout ailleurs dans le monde. Et c'est dans cette perspective que j'ai expliqué très clairement qu'au titre de l'année 2016, l'ADOM avait accompagné 320 jeunes. Donc l'idée, c'est de voir comment nous pouvons renforcer cet accompagnement. Nous avons les moyens pour pouvoir mettre en place nos différentes mesures. D'abord, le passeport mobilité formation professionnelle, qui est en fait l'action, la mesure historique de l'ADOM. Nous accompagnons aussi les étudiants et bon an mal an, 12 000 étudiants chaque année et 19 500 billets. L'ADOM est compétente pour l'ensemble des territoires ultramarins. À la faveur des événements climatiques, Florus Nestar est allé à la rencontre des Saint-Martinois et des Saint-Barth. Pour ce qui concerne Saint-Martin, j'ai fait des propositions très concrètes. Par exemple, des formations au métier de traitement des déchets, parce qu'il y a un problème important de traitement des déchets à Saint-Martin, et c'est logique. Et deuxièmement, des formations au métier aussi d'installation et d'entretien du réseau. Pour ce qui concerne Saint-Barthélemy, alors nous avons travaillé sur un axe qui concerne l'apprentissage, parce qu'il n'y a pas de centre de formation d'apprentis à Saint-Barthélemy. Par définition, les jeunes futurs
apprentis doivent quitter le territoire. Et là, la DOM apporte des aides en termes d'aide à l'installation, un pécule pour pouvoir vivre pendant qu'ils sont sur le territoire guadeloupéen ou ailleurs. La DOM ira plus loin dans le cadre de la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barth en partenariat avec Pôle emploi, la région partenaire privilégiée et l'AFPA. Et puis un mot sur cette thématique qui a été traitée également lors de la 13e conférence de coopération régionale, celle de l'aide au développement attribuée aux pays voisins. Elle constitue pour nos élus locaux un levier de développement de première ampleur. Cette stratégie répond à une logique d'aider les pays voisins à augmenter leur niveau de vie, et ce afin de créer des débouchés pour nos productions. On écoute les précisions du directeur de l'AFD Outre-mer qui est intervenu d'ailleurs sur cette question. Les outils financiers existent, ils sont assez nombreux et ils sont surtout assez conséquents en termes de moyens pour la coopération régionale. Nous avons les outils de l'Europe, à savoir les outils du FEDER, Interreg, et nous avons pour les PTOM les outils du FED PTOM, et enfin pour les pays indépendants les outils du FED dit ACP, avec des dotations qui sont différentes suivant ces outils. Reste maintenant à arriver à trouver le moyen de pouvoir les coordonner et faire exploser en quelque sorte les verrous qui empêchent leur mutualisation sur des projets d'envergure régionale. Je pense que les thématiques qu'on peut approcher au niveau régional d'un bassin régional caribéen, elles sont nombreuses et elles relèvent à la fois des objectifs du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Alors ça va concerner la santé, l'environnement, la biodiversité, la sécurité, tout ce qui est mobilité, migration et également l'éducation et la formation professionnelle. Après, il faut surtout pouvoir trouver les projets. Donc identifier des projets et ensuite monter des dossiers d'instruction pour pouvoir chercher ces fonds européens. Et il n'y aura probablement pas de transport car Ulysse ce week-end en région pointoise pour les usagers. Après moult tergiversations, des négociations qui devaient débuter ce matin entre la direction et le GTG n'ont pas eu lieu. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Après 4 jours de mobilisation, c'est le statu quo dans le conflit opposant ses salariés à la société de transport de l'agglomération centre. L'affaire est désormais entre les mains du tribunal de Pointe-à-Pitre. La société STAC perdrait selon sa direction près de 150 000 € depuis le début de cette grève. Alors on était convoqué ce matin au tribunal à 10h, donc on arrive à 10h au tribunal et les avocats de l'entreprise STAC ont demandé un report de séance. Ça veut dire que la séance est reportée à lundi. Donc, parce qu'il y a des pièces qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse. Donc on est convoqué lundi à 11h au tribunal pour plaider ce qu'on a plaidé. C'est pas normal que la direction qui a dit qu'elle a payé 50 000 € par jour et qu'elle n'a pas mis nous à l'entour table de négociation, il n'a pas convoqué nous pour venir négocier. Toujours selon la direction de la société STAC, la mise en place du service minimum ne peut être assurée convenablement à cause du blocage du dépôt, un élément que réfutent les grévistes qui entendent bien durcir le mouvement dès la semaine prochaine. Il y a dit que le service minimum, je rappelle qu'il y a une entreprise, c'est un directeur adjoint là, Oléobus, qui a fait service minimum là, c'est eux qui ont monté des dans la rue là. D'autant plus, on a des sous-traitants qui ont roulé des sous-traitants soi-disant, entre guillemets. Mais là, on va nous demander, directeur d'entreprise, M. Gilles Lima, nous demander, c'est Mounassa, c'est société-là, les dites sous-traitantes. Il dit nous, catégoriquement, qu'il n'y a pas ni pour contrat des sous-traitants, c'est vrai. Mais nous avons renforcé la mobilisation, nous, et nous attendons lundi matin pour aller au tribunal. Ça clair, parce que nous quand les délégués syndicalement qui ont répété, là, quand la direction là, parce que si c'était le conflit là, il avancé, TV en avancement là, mais c'était Evin, il était posé et il était convoqué nous à une réunion et nous t'ai gardé quand nous peut faire bail. Parce que sans mec à laver l'autre, mais si vous ne voyez pas laver, nous payons laver taille. Donc allez là, c'est celle où nous caresser nous, c'est mobiliser, fait nous mobiliser nous. Et s'il faut nous barrer la rue, nous que barrer la rue aussi. Dès parce que Guadeloupe pour le problème faut barrer la rue. Pour le moment nous là, mais si c'est pas pour le nous que bloquer circulation là aussi, nous que faire ça nous doit faire. La société STAC affirme quant à elle sa volonté de discuter avec ses salariés, mais souhaite pour cela que les accès aux 3 dépôts du Gosier, de Jarry et des Abîmes soient libérés pour le maintien du dialogue social. En attendant la reprise des négociations, les usagers des lignes car Ulysse sont toujours privés de transport en commun.
Autre mouvement social qui commence à s'inscrire dans le temps, celui des agents de la Poste. Au niveau national comme au niveau local, le groupe public doit faire face à une chute historique du volume de courrier. À titre d'exemple, les facteurs de la Guadeloupe qui distribuaient 165 000 plis par jour en 2013 n'en distribuent plus que 130 000 aujourd'hui. Résultat, l'entreprise doit se transformer pour garantir la pérennité des emplois. Une réforme qui a du mal à passer. Reportage Yvan Lemar. Depuis 2 jours, comme ceux de Saint-François et Capesterre-Bello, les agents du centre courrier du Moule, affiliés au Sud PTT-Gois, sont mobilisés. Ils ont établi une plateforme de revendication de 4 points. Premier point là, c'est la mise à niveau des effectifs. Deuxième point là, c'est le respect de la réglementation. Troisième point là, la formation. Et quatrième point là, c'est l'hygiène, la sécurité au travail. Et aussi le respect d'un protocole d'accord que nous signé en juillet 2016 avec la direction. Une première rencontre avec la direction a déjà eu lieu et un accord sur 2 points a été trouvé. Nous avons rencontré la direction mardi après-midi, d'accord. Nous avons arrivé ici 2 points, d'accord, notamment sur un point de déprécarisation qui permet que nous mettions effectifs là un peu mieux dans les normes pour nous porter charge là. Nous ils ont engagé sur le respect de la réglementation, d'accord, parce que c'est quoi qu'il y a à la poste en faute de carottier que employeur la partie à respecter, d'accord. Nous arrivons là, mais nous avons buté sur la formation. Si nous pas en formation de qualité, nous ne pouvons pas rendre un service public de qualité et ça, c'est fondamental. Les négociations avec la direction sont toujours en cours. Lundi, les centres des Abîmes et de Pointe-à-Pitre devraient rejoindre le mouvement. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. L'habitat guadeloupéen face aux risques majeurs. Et puis nous le verrons, la ville de Saint-Claude tente de donner le goût de la lecture à vos enfants. Les derniers événements météorologiques qui se sont abattus sur les Antilles ont une nouvelle fois rappelé la nécessité de construire des maisons qui répondent aux normes parasismiques. Dans le cadre du Salon de l'Habitat qui se tient en ce moment au WTC à Jarry-Bemao, quelques spécialistes ont partagé avec le public leur expertise en la matière lors d'une conférence dédiée à l'habitat. Anne-Elisabeth Artsen était au milieu d'eux. Territoire dont les risques sismiques et cycloniques sont particulièrement élevés, la Guadeloupe doit s'adapter aux nouvelles normes de l'habitat et mettre en œuvre une réglementation adéquate en termes de construction. Depuis 2007, l'État a mis en place un plan séisme qui, dans un premier temps, entre 2007 et 2014, a permis de mettre aux normes, en tout cas d'essayer de mettre aux normes les bâtiments publics. Un certain nombre de bâtiments ont été construits, ça se passe sur l'ensemble du territoire. Et actuellement, nous sommes en une deuxième phase du plan séisme, donc 2016-2020. L'État a mis en place, oriente en tout cas, une mission plus vraiment véritablement axée vers le privé, vers l'habitat privé, vers les maisons individuelles. Alors, les maisons individuelles qui sont construites en Guadeloupe, nous avons de mauvaises habitudes, je dirais, et nous avons l'habitude de construire dans ce qu'on appelle le coup de main. Les maisons construites en week-end, avec un parent ou avec un artisan. Mais il y aura des exemples. Si les maisons sont mal construites, à terme, elles vont être détruites. Et peut-être que comme ça, les gens comprendront qu'il faut que les maisons soient construites, certes, mais il faut qu'elles soient construites dans les normes. Corinne, installée depuis peu, a vécu avec sa famille les récents épisodes cycloniques. Pour elle, cette conférence est l'occasion de mieux connaître son nouvel environnement. Je veux connaître la Guadeloupe, pas que pour la beauté de ses paysages et de la mer des Caraïbes, ou, de sa culture, mais aussi pour tous ces risques qu'on peut rencontrer, parce que évidemment il y a des mesures à prendre et puis voilà, ne pas se mettre en danger tout simplement. C'est important, c'est important aussi que ce soit des scientifiques qui nous expliquent, parce que voilà, c'est eux qui connaissent. Et donc c'est vrai qu'au moins on est rassuré entre guillemets, puisqu'on sait que ça peut arriver, on sait qu'on est dans une zone à fort risque. Maintenant voilà, c'est peut-être le prix à payer pour vivre dans une belle Guadeloupe. Véritable enjeu de sécurité publique, l'habitat durable est donc une priorité. Et pour réduire les risques en cas d'événements majeurs, la mise en œuvre d'une réglementation adaptée, tant sur les bâtiments neufs que sur ceux existants, est obligatoire. Mais surtout, le respect des règles de construction en favorisant des matériaux adaptés à notre zone géographique. Et vous pouvez transformer votre expérience professionnelle en diplôme.
C'est ce que l'on appelle la validation des acquis. À Saint-Claude, un forum organisé par la ville en partenariat avec la région était organisé dans ce sens. Reportage Linda Kayarsi. Tous sont venus s'informer sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Un dispositif qui permet de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification reconnue. Et parmi tout ce beau monde, Monique, directrice d'accueil de loisirs. Il est normal pour nous de faire valoir nos compétences avec le BPGEPS option loisirs tout public, de manière à ce que nos compétences soient un petit peu plus larges et puis qu'on reconnaisse la qualité de nos interventions, puisque maintenant l'animateur, on lui demande beaucoup de plus de compétences qu'auparavant. La VAE participe en effet à renforcer la motivation des salariés et à les fidéliser. Autre avantage, permettre aux entreprises de faire appel à une main-d'œuvre qualifiée. Pour des jeunes, en particulier loin de l'emploi, notamment si je prends le public CU, CAE, les emplois aidés, c'est bien qu'après les 2 ans d'activité dans la collectivité, qu'il y ait une qualification reconnue à travers un diplôme, parce que le diplôme ou le certificat reste encore une reconnaissance sociale dans un premier temps, mais aussi une qualification, une reconnaissance pour un employeur, pour un futur employeur. Aujourd'hui, quel que soit l'âge, le niveau d'études ou le statut de son bénéficiaire, la validation des acquis de l'expérience est devenue un véritable levier d'insertion professionnelle. Il faut dire qu'on est quand même surpris par le succès de cette manifestation. Nous savions qu'il y avait une demande, mais on n'était pas prêt à accueillir autant de personnes. Nous avons à peu près 800 personnes aujourd'hui au bourg de Saint-Claude. Ça démontre bien que le sujet intéresse et qu'il va falloir s'asseoir après cette manifestation autour d'une table pour pouvoir réfléchir sur comment rendre cet outil disponible et accessible au plus grand nombre. Pour financer un projet de VAE, il existe de nombreux moyens. Un mode de financement qui dépend du statut du demandeur. Pour un salarié, par exemple, la VAE est une prestation imputable au plan de formation de l'entreprise. Pour un demandeur d'emploi, elle peut être financée par Pôle emploi ou par le conseil régional. Pour permettre au plus grand nombre de faire valoir leur expérience professionnelle, les règles applicables à la validation des acquis de l'expérience sont modifiées depuis octobre 2017. Dorénavant, 1 an d'expérience en milieu professionnel suffit, contre 3 actuellement. Et un événement hors norme vous attend ce samedi au Palais des Sports du Gosier. Après avoir enflammé le Zénith de Paris le 20 octobre dernier, le grand méchant Zouk débarque en Guadeloupe pour cette 7e édition. Les artistes invités reprendront les plus grands titres de Patrick Saint-Éloi. Pour nous en parler ce soir, l'un des leaders mythiques de Kassav est avec nous. Jacob Desvarieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. 7 ans déjà que Patrick Saint-Éloi nous a quittés. Une tournée spéciale. D'abord le Zénith, ensuite la Martinique, la Guadeloupe. Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Bon, c'est sûr qu'il a fallu le temps de faire le deuil, tout ça. Bon. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose parce que, au-delà d'être un artiste qui a fait partie du groupe Kassav, c'est un artiste qui a marqué quand même son époque dans sa façon de chanter, sa façon d'écrire, de s'adresser aux femmes, par exemple. Bon, ça a quand même marqué beaucoup les esprits, mais aussi de défendre l'écologie, de défendre plein de points de vue, de défendre le créole. Ça ne peut pas rester comme ça, quoi. On ne peut pas dire, bon, il est mort, bon, c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Donc, je pense que de la même façon qu'il y a des enfants qui chantent maman créole pour la fête des mères à l'école, parce que une maman créole, c'est pas la même chose qu'une maman bretonne ou autre, hein. Bon, donc, il faut marquer ça. De la même façon, il faut qu'on essaie de perpétuer son souvenir. Donc on a dit, on va faire une émission de télé, on va faire une tournée. Déjà, ça va être le premier, en espérant qu'il y aura aussi la même chose pour d'autres artistes qui ont disparu, qui ont laissé des œuvres et des choses et dont on ne parle plus. De nombreux artistes se sont invités, dont Amiralty, une trentaine d'invités. L'idée est qu'ils s'approprient la musique de Patrick Saint-Éloi. Oui, parce qu'en fait... il est inimitable. On ne cherche pas à imiter, ou bon, c'est pour avoir des gens qui chantent comme lui ou qui chantent avec sa voix. Bon, ça, il y en a, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas un concours d'humoristes. Ce qu'on voudrait faire, c'est que les chanteurs qui viennent s'approprient les morceaux comme si Patrick avait écrit ça pour eux et qu'ils les chantent à leur façon et que, qu'ils rendent hommage à Patrick, pas simplement ils chantent une chanson, bon... J'insiste encore sur Patrick Saint-Éloi. Il est décrit comme un homme qui était discret, qui faisait preuve d'une grande générosité sur scène, mais aussi d'un point de vue de sa vie privée, personnelle. Quel souvenir gardez-vous de lui?
Alors c'est compliqué parce qu'on a passé quand même une vingtaine d'années côte à côte sur scène, plus en dehors de la scène. Des anecdotes, il y en a tellement. Je ne sais pas si je devais en choisir une là comme ça, je ne sais même pas laquelle choisir. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez gardé de sa personne? Ce qui a été le trait le plus marquant? C'était d'enregistrer les disques avec lui. Parce qu'il avait des idées particulières, il avait une façon de chanter, une façon de trouver des mélodies, il avait certaines qualités qui sont propres, qui ont marqué ce groupe. D'ailleurs, ce groupe n'a pu se faire comme ça que parce qu'il y avait des gens différents et des gens qui venaient d'univers différents, qui avaient des idées différentes, et on s'entendait bien. Samedi soir, il y aura peut-être quelques pleurs, mais aussi beaucoup de joie, de la jubilation, samedi soir au Palais des Sports du Gaudier. Qu'avez-vous prévu? Il paraît qu'il y aurait une formule revisitée du Grand Méchant Zouk. Oui, c'est-à-dire que le Grand Méchant Zouk, en général, il y a des artistes qui viennent, qui chantent leurs chansons, et qui s'en vont éventuellement ou qui restent chanter avec d'autres. Là, sur ce coup-là, il y aura des chanteurs qui chantent des chansons de Patrick Saint-Éloi et uniquement des chansons de Patrick Saint-Éloi. Pendant tout le concert, ça a duré, je ne sais pas, 3 heures ou peut-être plus. Enfin, au Zénith, c'était 3 heures. Là, on est sur les terres de Patrick Saint-Éloi, en Guadeloupe. Complètement. Donc, a priori, on peut s'attendre à ce que le public soit encore plus chaud que les autres endroits où on a été. Voilà. Reste-t-il encore des places pour ce concert, d'ailleurs? Oui, il en reste encore. Pas beaucoup, mais il en reste. Il en reste encore. Jacob Desvarieux, une question qui traite de l'actualité. Vous l'avez certainement vu, on parle de sensations, d'émotions. Quand on pense à Patrick Saint-Éloi, on ne peut que penser à ça. Suite à la diffusion sur les médias d'un reportage montrant des migrants de l'Afrique subsaharienne vendus comme esclaves en Libye, le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy a réagi sur les réseaux sociaux. Il accuse, il met en cause la responsabilité des dirigeants de l'Afrique. Est-ce que vous regrettez, comme lui, le manque de solidarité du continent africain face à cette situation juste inacceptable? Je crois que c'est même encore plus marquant pour nous en tant qu'Antillais. Là, on est retourné 400 ans en arrière. Alors que les dirigeants africains, on ne peut pas dire que c'est de leur faute. Bon, oui, si on peut aller chercher, on peut trouver la faute à des gens qui sont morts depuis longtemps. Mais qu'ils ne réagissent pas, là par contre, je n'arrive pas à comprendre. Que les dirigeants africains ne réagissent pas, que nos élus dans ces régions qui sont issues de l'esclavage ne réagissent pas. Là, on est en 2017. On dit, tiens, on voit apparaître l'esclavage. Ouais, c'est une anecdote. Non, mais non. Il a appelé les citoyens à se mobiliser devant les ambassades libyennes partout dans le monde. Oui, bon, ça, est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je me dis que nos élus, déjà, devraient essayer de faire une pression. Parce que, bon, on fait partie d'un pays qui, normalement, ne peut pas accepter ce genre de choses. En tant qu'artiste, quel cri vous auriez aimé, quelle action que vous auriez aimé mener? Moi, je suis un artiste, je ne suis pas un militaire. Bon, moi, je dirais oui, comme lui, bon, de manifester devant les ambassades libyennes, devant les ambassades même, pas libyennes, devant les ambassades du monde entier. Parce que tout le monde est un peu responsable de ce qui se passe à Tripoli. Solidarité, amour, fraternité. Samedi soir, quel sera le mot d'ordre? Je ne sais pas, on va voir. Merci. En fait, c'est plus le public qui va dire ce qu'il y aura que nous. Nous, on joue les morceaux et on leur donne de l'amour et puis on espère qu'ils nous ont donné beaucoup. Merci Jacob Desvarieux d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Comme la musique, elle permettrait de soigner la vie. Le goût pour la lecture était initié aujourd'hui à la ville de Saint-Claude avec la première édition de Parole Lituria avec la médiathèque Bernadette Casse-Saint-Pierrot. Linda Cayarci était aussi parmi les enfants. On regarde son reportage. L'idée majeure qui s'impose ici, c'est la nécessité de contact précoce avec les livres dès le plus jeune âge. Les études le montrent, qu'on a encore une partie importante des élèves qui arrivent en 6e et qui ne maîtrisent pas la lecture. Quand on regarde aux journées citoyennes également, on a des jeunes de 17 ans encore qui ont des difficultés en lecture et notamment dans le domaine de la compréhension. Donc c'est un combat qu'il faut toujours mener. C'est d'ailleurs une priorité du ministre. On est sur 100% de réussite au CP. Donc dès le plus jeune âge, il faut vraiment favoriser le développement des compétences qui vont aider les élèves à vraiment maîtriser la lecture. Entre autres, et puis bien sûr, il y a l'acquisition des compétences mathématiques. La lecture et l'écriture, véritable enjeu pour la médiathèque de Saint-Claude, qui multiplie les animations pour une exploitation maximale de ses ressources. Il y a des livres, différents types d'ouvrages et différents genres littéraires, donc dans le roman, tout ce qui est fiction, documentaire, les CD aussi, parce que nous avons des CD. Donc ces journées sont vraiment ouvertes pour découvrir la médiathèque et ses missions et se familiariser surtout avec le lieu. Chacun, quel que soit son niveau de connaissance et à tout âge, peut trouver son bonheur dans une médiathèque,
Objectif, attirer les futurs adhérents. Déjà découvrir le lieu et les collections qu'on peut leur proposer, mais aussi à s'inscrire. Parce qu'ils vont s'inscrire, ils pourront aussi fréquenter, avoir accès à la cyberbase et puis aussi recevoir les différentes activités culturelles qu'on puisse organiser ou proposer à la médiathèque. Demain, la médiathèque de la ville de Saint-Claude ouvrira ses portes au tout public. De nombreuses animations viendront ponctuer la journée. Des maisons d'édition, des auteurs feront notamment le déplacement. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez Saint-François, les grands fonds du Gosier et les abîmes, des coupures sont prévues demain dès 18 h avec un retour à la normale le dimanche à partir de 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8 h à midi. Et puis lundi, le rendez-vous sera au campus de Fouillol à Pointe-à-Pitre de 8 h 30 à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe 0590 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 17 novembre. Nous l'avons vu aujourd'hui, cette opération coup de poing qui a été menée par les autorités au cœur de Pointe-à-Pitre. Plus d'une cinquantaine de policiers et de gendarmes ont investi la ville avec comme objectif contrôler et arrêter les clandestins en tout genre. Et la conférence de coopération régionale s'est achevée aujourd'hui. Au cœur des débats, les problématiques de santé publique. Elles offrent un excellent terrain pour renforcer la coopération régionale. La mobilité et l'emploi étaient également abordés. L'habitat face au risque majeur, c'était le rendez-vous de ce matin au salon de l'habitat au WTC à Jarry. Plusieurs spécialistes sont venus rassurer les populations en leur expliquant comment construire pour faire face aux risques majeurs. Et puis on l'a vu, le diplôme reste un marqueur social indéniable. C'est pourquoi de nombreux salariés ont pu se rendre à Saint-Claude au forum sur la validation des acquis de l'expérience organisée par la ville et par la région Guadeloupe. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi.